Rebonjour à toutes et à tous. Pour cet après-midi, ce début d'après-midi, après avoir entendu Christian Estrosi, on va débattre de ce thème, l'océan entre enjeux de puissance et de coopération. Une façon de dire que l'écologie et les océans, c'est aussi de la politique, néanmoins, et de la géopolitique et des enjeux géopolitiques, puisque le paradoxe, finalement, c'est que les mers appartiennent évidemment à chaque État. Il y a ces 200 000 côtiers, évidemment, qui sont très importants, mais c'est également notre bien commun à tous. Et là, je fais référence à un livre que sort l'économiste américain Jeremy Rifkin, que vous connaissez peut-être, et qui s'appelle Planète Aqua, pour dire qu'il faut rebaptiser la Terre la planète eau. Et c'est certain que pour tous ceux qui ont pu regarder, ça a commencé lorsqu'on a commencé à photographier la Terre de l'espace, cette fameuse planète bleue est aujourd'hui confrontée à des défis immenses. Alors pour en parler, nous allons entendre dans quelques instants le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Je laisserai l'écouter, mais je vais présenter le plateau. Nous avons à côté de moi Christophe Castaner, qui est le président du Grand Port Maritime de Marseille. Bonjour Christophe Castaner. Vous avez plein d'autres fonctions, mais c'est essentiellement à ce titre que vous êtes venu nous voir. Johanna Post, qui est la patronne de l'observation des océans à l'UNESCO. Bonjour madame. Nous avons avec nous également André Abreu, qui est de la fondation Tara Océan, qui s'occupe de l'international, donc tout à fait au point et au fait de tous nos débats. Et enfin, Austin Fettbaum, vous êtes, alors vous parlez anglais, mais j'espère que vous avez une traduction qui marche. Vous êtes le directeur de l'atténuation des risques à la Nouvelle-Orléans. On en parlait un petit peu tout à l'heure, les ouragans qui arrivent en Floride, mais vous avez connu l'ouragan Katrina en 2005 et évidemment vous avez pris tout un tas de mesures dont on pourra reparler. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter le message que nous a envoyé Nasser Kamel, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Mesdames et messieurs, je remercie la métropole de Nice et surtout la ville de Nice ainsi que la tribune pour l'organisation de cette importante réflexion sur l'avenir de la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans. C'est un honneur de vous adresser aujourd'hui, mais c'est aussi un défi, compte tenu de la phase critique que traverse actuellement la Méditerranée. Cette Méditerranée qui a été un berceau, qui l'est toujours un berceau d'intérêt et d'opportunités, comme l'a prouvé l'histoire, a connu à travers la dernière décennie pleinement de coopération multipartite, considérant la mer comme une source à la fois de vie et de développement économique. L'économie bleue durable en Méditerranée joue un rôle crucial dans la transition bleue et verte, un levier concret pour la décarbonisation et la circularité de l'économie maritime et un outil pour protéger et restaurer nos écosystèmes marines et côtiers communs. Aujourd'hui, les pays de la Méditerranée jouent un rôle crucial dans la lutte mondiale contre le changement climatique, les inégalités économiques et l'épuisement des ressources. Cette mer est soumise aujourd'hui à des pressions croissantes, que ce soit la pollution, que ce soit la surpêche ou l'échauffement climatique. Ces défis entraînent souvent des tensions et des disputes. Cependant, malgré ces défis associés à la réalité écologique et climatique, mais aussi aux tensions politiques dans notre région, la solide base de coopération régionale qui a été construite au fil des années, dans laquelle l'Union pour la Méditerranée a joué un rôle important, a permis à maintenir un certain degré d'unité et de dialogue constructif. Grâce à cette coopération avec nos partenaires, tels que la Banque européenne d'investissement, la BERD, l'AFD, la KfW et autres, on a créé ensemble le partenariat pour le Méditerranée bleue qui vise à lutter contre les menaces qui pèsent sur notre mer et en coordonnant ensemble le financement de projets concrets liés à l'économie bleue. En effet, ça résume l'approche coopérative promue par l'IPM dans cette région et aboutit à de véritables opportunités, des résultats concrets, des impacts mesurables qu'il faut approfondir et préserver. Dans ce contexte, la prochaine conférence des Nations Unies
à Nice offre une occasion unique pour renforcer les engagements existants et de promouvoir l'action multilatérale. L'Union pour la Méditerranée se prépare déjà pour cette conférence importante et ensemble, nous pouvons faire en sorte que notre espace euro-méditerranéen soit non seulement un cadre d'opportunités économiques, mais aussi un symbole de coopération internationale et régionale face pour être plus précis, aux défis communs. Saisissons cette opportunité pour construire une Méditerranée prospère, fondée sur la durabilité, l'inclusivité et, Inch'Allah, la paix. Je vous remercie infiniment. Oui, merci. Merci à Nasser Kamel de poser la problématique aussi sur les enjeux de la paix quand on voit ce qui se passe en ce moment, en particulier au Liban et partout au Proche-Orient, à Gaza, et les enjeux finalement maritimes et les enjeux, on va dire tout simplement, de la gestion de l'eau, parce que beaucoup des guerres aujourd'hui sont liées à cette question de l'eau. Peut-être pour commencer, André Abreu, je voudrais vous proposer de poser le cadre, notamment de la réunion de l'UNOC de l'année prochaine. L'enjeu de la régulation, de la coopération mondiale en matière des océans n'était pas forcément si évidente au départ. C'est un progrès, on fait des progrès, on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous pouvez poser rapidement, en quelques minutes, où est-ce qu'on en est finalement de la régulation mondiale ? Oui, merci pour la question, Philippe. Je tenais à saluer la tribune pour l'invitation, Monsieur le maire président, pour l'invitation, pour l'organisation, et pour les bonnes nouvelles de New York aussi, dont nous avions besoin. Nous nous préparons à cette conférence sur les océans depuis un moment, avec la société civile française, avec la recherche aussi. Et je voulais évoquer ici 3 dossiers qui sont symboliques de cette coopération internationale, de cette géopolitique des océans, qui va être très présente à Nice l'année prochaine au sein des discussions. Le premier dossier, c'est l'accord sur la haute mer, bien sûr. Nous avons aujourd'hui la nouvelle de la 100e signature du traité et la 10e ratification. Mais on a besoin d'aller plus loin, d'avoir les 60 ratifications de ces traités. Et la conférence des Nations Unies à Nice l'année prochaine sera l'occasion de drainer, on va dire, de ramener de la volonté politique réelle de l'Afrique, de l'Amérique latine, des régions qui n'ont pas beaucoup ratifié encore ces traités pour pouvoir annoncer, selon le souhait, l'entrée en vigueur du traité ici à Nice. Au cours de ces discussions sur la haute mer, il y a 6 mois, la goélette Tara était ici au port de Nice et on avait collaboré avec la ville et la métropole pour faire un atelier sur la haute mer à la Villa Massiana qui était très intéressant, où on a invité des délégués des 5 continents ici à Nice pour discuter de la mise en route, donc l'implementation, la mise en application de ces traités. Et moi, je suis ce dossier depuis 2012 avec Taha, depuis la conférence Rio Plus 20, où le texte a été dévoilé, où les fameux packages a été dévoilés. Et l'expérience des négociations de ces traités est vraiment une leçon de coopération internationale, de bonne volonté. Je dirais que même les Russes, à la session finale, ils ont été collaboratifs pour qu'on puisse adopter par consensus ces traités. On a pu ramener autour de la table tous les acteurs onusiens, en pleine guerre de l'Ukraine, dans une période de beaucoup d'incertitudes pour la planète. On a réussi quand même à adopter par consensus ces traités, par le talent des diplomates, par la volonté politique de certains hommes politiques, de certains ambassadeurs. On a réussi à mettre sur la table un texte contraignant, un texte difficile politiquement, qui met des règles pour la recherche, pour la génétique, pour le brevet, pour la commercialisation des produits, pour les aires marines protégées, pour les études d'impact, etc., pour la coopération internationale. Pour la première fois, on va avoir un cadre mondial de coopération océanographique qui est difficile à financer aujourd'hui avec les cadres nationaux. Donc, ce traité, il est un exemple à la fois de la complexité de la géopolitique des océans aujourd'hui, mais à la fois aussi des possibilités qu'on a quand on veut y arriver. Et les 2 autres points, André, en 2 minutes. Très rapidement, je voulais évoquer le dossier du moratoire sur l'exploitation minière profonde des fonds marins, qui est un dossier aussi qui est suspendu dans ces années. Et l'année prochaine, l'Autorité internationale des fonds marins va décider si elle adopte un principe de précaution, donc une pause, precautionary pause, une pause de précaution, on dirait,
qui est défendue par la France et par une coalition de plusieurs États, ou si finalement elle ne va pas adopter ces principes de précaution et on va donc commencer à exploiter les fonds marins. Donc ça sera un mois avant la conférence de Nice, un mois avant cette décision qui se prendra en Jamaïque l'année prochaine. Et enfin, pour finir, la goélette Tara sillonne les océans, mais aussi les pôles depuis très longtemps. Et la gouvernance des pôles de l'Antarctique et de l'Arctique, elle est aussi très symptomatique et très symbolique des enjeux qu'on a aujourd'hui. On ne voit pas tout. On ne voit pas tous les intérêts qui sont en jeu, mais sans doute la diplomatie, la volonté politique et une conférence des océans et un traité de Nice qui soit lancé ici l'année prochaine va contribuer pour que l'Antarctique continue à être une réserve pour la science, pour qu'on puisse avancer aussi dans une utilisation durable de l'Arctique, que la France porte une voix dans ces conseils arctiques qui est difficile à influencer, hein, vu les deux grandes puissances d'un côté et de l'autre du pôle Nord. Mais on garde l'espoir, on produit de la science, on essaie de ramener la science et les évidences scientifiques, non pas de crier comme ça dans les vides contre les uns et les autres, mais de construire du dialogue, parce que tous ensemble, je pense qu'on peut l'année prochaine avoir une très belle conférence ici à Nice qui sera historique. Merci. Je vous propose d'applaudir à la fin parce qu'on va essayer d'écouter tout le monde, mais merci pour lui et d'avoir posé ce cadre effectivement qui pose bien les enjeux. Johanna Post, peut-être je me tourne vers vous. J'espère que là aussi la traduction fonctionne. Pour peut-être nous dire de votre point de vue de l'observation des océans. You prefer me to speak in English? Yeah. So could you tell us a little more about the situation of the ocean? What do you observe? Is it an emergency state that you want to tell us on how international cooperation could help us to, at the UNOC conference, try to find some solutions? Thank you. Thank you, and thank you very much to the City of Nice, to the Mayor, to the organisers, La Tribune, for inviting me here. I speak here on behalf of the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO and our Executive Secretary, Vidar Helgesen, so thank you very much for the invitation. So we're talking about the ocean and we're talking about climate. So I'll start by looking backwards a little bit, almost 10 years now, and it will be 10 years by the time we get to UNOC on the Paris Agreement. And that was the first time that the word ocean came up in climate conversations in the preamble of the Paris Agreement. There's a paragraph which says we must protect ocean ecosystems. It says a little bit more than that, but that's the crux of it. So really, ocean came into the convention sort of hidden in plain sight, if you like. The definition of the climate system in the UNFCCC was the climate system is a combination of atmosphere, water, earth, biosphere, and so on. So really 2015 saw politicians for the first time recognizing the need to think about ocean in the same room, the same sentence, the same conversation as climate, even though the ocean is the driver of the climate system. So that was already a step forward. And then in COP26, in hang on, get my dates right. COP26 was 2020 or something. 21, I think. That was the first time that actually there was a mandate under the UNFCCC to recognize the need to do something on the ocean and climate. And so parties to the convention and to the Paris Agreement realized that they had to think about action around ocean and climate, and that conversation has evolved. The COP 27 recognized that countries now have to think about ocean within their climate goals, and that is a huge step forward. So the conversation is there, but the how is still very much work in progress, let's say, which is why we're all here, of course. And I think it's really important to think that coming forward to this year, it was a very interesting article coming out in The Economist in March, which said, and I checked this at lunchtime, 2/3 of marine-based climate change economy hinges on ocean observation data.
And that brings us to where I am right now. Beforehand, I was at the UNFCCC. Now I'm at IOC, really pushing for this recognition that in order to make the decisions that we all need in the room, we need to invest in monitoring and taking observation data in and under the surface of the ocean. And so, going back to the science, information about the ocean, except for satellite, but satellites can't see into the ocean, so there is not enough data to make decisions on. So we need to really think, we talked about value chains this morning, I think that came up. Actually, I would like to prefer thinking about value cycles, because it's a feedback. We really need to think about the beginning of that value chain when we're talking about decision-making in the ocean and invest in the critical infrastructure to get that information that is critical for understanding the biodiversity, understanding changes in biodiversity. As climate exacerbates the situation in the ocean, we will need more and more information that focuses really on particular areas. And so I know the colleagues here, CMA, CGM, are sponsoring the event. So as head of the Global Ocean Observing System, I'm really hoping that we can build these partnerships, that those people using the ocean think not just about using it, but about monitoring it, so that we are bringing you into our voluntary observing ships network, into other networks, into innovations that can really help us understand what's going on as a basis, based on the best available science, for decision making. Thank you very much. So we need more data. Je me tourne maintenant peut-être vers Christophe Cartener. Je suis désolé, le temps passe un peu vite. Si vous pouviez me donner 3-4 minutes en régie, ça serait sympa parce qu'il y a encore un peu de monde. Voilà. Alors, pour poursuivre, là, c'est un cas concret, le cas d'un grand port, le grand port de Marseille. Finalement, vous êtes au cœur, vous, de la mondialisation, le port de Marseille, et au cœur aussi de tous les enjeux, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient géopolitiques. On sait bien avec tout ce qui se passe dans la Méditerranée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de cette question finalement de l'océan, de la mer Méditerranée pour votre cas, comme enjeu de puissance ou de coopération? Est-ce que le port de Marseille est suffisamment un enjeu de puissance pour la France, par exemple? Et est-ce que c'est un outil de coopération avec les autres ports, notamment de la Méditerranée ou proche? D'abord, merci de votre invitation. Merci, Monsieur le maire président, cher Christian, de ton invitation aussi. Moi, je suis un observateur quand je parle en tant que président du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille-Fos. Mais à travers votre question, vous dire que le port, c'est une sorte de baromètre. Au fond, c'est le reflet de l'état du monde, avec toutes les interférences, toutes les influences que l'on ressent de façon quasi immédiate, à la fois sur les dynamiques économiques, les dynamiques politiques et géostratégiques, comme les dynamiques environnementales. Et aujourd'hui, on voit bien comment aujourd'hui, on a une organisation du monde qui, notamment sur le transport maritime, est impactée par tous ces enjeux-là. Quand il se passe la guerre que l'on connaît actuellement en Israël, Liban et Gaza, ça a forcément des conséquences, et donc ça a provoqué un changement total de flux maritime vers l'Europe, et par le passage, non plus par le canal de Suez, mais par le cap de Bonne-Espérance. Et donc, du coup, c'est un impact extrêmement fort, qui d'ailleurs est favorable pour le port de Marseille. On fait 7% de croissance sur le début de cette année, parce qu'il y a une saturation de quelques ports, il y a un effet de bord, on n'est pas prioritaire sur les axes, mais il y a un effet de bord sur le port de Marseille. Et au fond, c'est tous ces mouvements-là que nous voyons en profondeur. Et nous les voyons d'un point de vue géopolitique. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Les premiers jours de l'invasion ou de la tentative d'invasion de la Russie sur l'Ukraine, ils neutralisent l'accès à la mer. Parce que justement, c'est ces enjeux de souveraineté. Et ils savent très bien, en neutralisant l'accès à la mer, qu'ils vont provoquer un désordre mondial, notamment sur le blé, les céréales, sur l'énergie plus globalement aussi avec le gaz. Et donc, du coup, ils organisent l'empêchement. Et la mer, c'est à la fois un élément d'ouverture, un générateur d'activité et un enjeu majeur, mais c'est aussi un risque d'empêchement. Et l'empêchement, aujourd'hui, le premier, il est militaire dans certaines circonstances, mais il est heureusement pas le plus partagé. Celui qui est le plus partagé sont les conséquences environnementales et le désordre environnemental, qui aujourd'hui bouscule totalement aussi les logiques de transition. Et puis, pour pas être très long, pour rebondir sur ce sujet, mais on voit bien comment les catastrophes naturelles sont un élément de régulation
du commerce mondial, de l'organisation mondiale, et nous devons évidemment les prendre en compte et lutter contre. Et du coup, on n'aura pas le temps de parler des moyens de régulation, etc. Comment ce baromètre... quand même 2 minutes. Mais on y répondra du coup, mais je vais faire court sur ce sujet. Comment ce baromètre, par ses influences, arrive à s'adapter? Et donc, ce sont aussi des investissements majeurs pour faire en sorte que nous soyons attractifs. Aujourd'hui, on est des commerçants sur un port. Bon, aujourd'hui, pour être attractif, mais il faut être exemplaire aussi sur les questions environnementales. Depuis 2017, tous les départs à quai de Marseille qui vont vers la Corse sont électrifiés. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des départs vers le Maghreb qu'ils sont. Demain seront l'ensemble des croisières. On a vu 2,5 millions de croisiéristes qui arrivent à Marseille. Et donc, il faut avancer sur ces sujets. De la même façon, nous sommes un hub GNL. Et puis un port, c'est à la fois le port, tel que je viens de l'évoquer, mais c'est aussi une plateforme industrielle. Et pour conclure là-dessus, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la moitié de la production de CO2 industrielle de France est faite et produite, hélas, à Fos, à Dunkerque et au Havre. C'est le choix d'aménagement du territoire, monsieur le ministre de l'aménagement du territoire, il y a quelques années, le sait bien, qui a été fait dans notre pays. Et donc c'est là où nous devons investir massivement aussi pour faire une révolution de la décarbonation. Et donc c'est tous ces enjeux-là qui fait que l'observateur que je suis devient un acteur par des transformations systémiques que nous devons mettre en place. Et est-ce que, quand même, autour de la Méditerranée, cet enjeu de décarbonation, cet enjeu climatique, va conduire à une forme de compétition entre les ports, c'est-à-dire que ceux qui seront les mieux disants en matière climatique auront plus de flux demain? Alors là-dessus, d'abord, il faut travailler sur une régulation qui se fasse à minima sur l'échelle européenne. Avec un sujet d'ailleurs, c'est que ici, on sait bien que la pertinence, ce serait à l'échelle méditerranéenne. Même si on n'est pas dans le jeu de concurrence, on l'est sur le Maroc, avec Tangemed en particulier, mais pas entre nous, en dehors de l'Europe. Et donc la régulation, elle se fait au niveau européen. Les législations européennes sont plutôt pertinentes. En 2030, il n'y a plus un bateau pourri qui pourra arriver en Europe. Et quel que soit le pavillon, s'il veut décharger en Europe, ce devrait être un bateau qui, au-delà du pavillon, soit accepté en Europe. Et c'est à cette échelle-là que nous devons travailler. Donc je crois qu'il ne faut pas le voir comme une logique de concurrence. Et de toute façon, les transporteurs eux-mêmes aussi portent ces exigences. Je vais faire un peu de pub pour une petite boîte de Marseille, la CMA-CGM, mais c'était pas par hasard qu'ils étaient les premiers à investir massivement sur la décarbonation de leurs bateaux, alors qu'il n'y avait pas encore de législation. En 2030, vous aurez 10 000 nouveaux cargos qui vont être, d'ici 2030, livrés sur les océans. Alors les 10 000 ne sont pas pour la petite boîte de Marseille, mais ils ont une bonne quote-part. Mais vous aurez 10 000 bateaux qui marcheront à des énergies différentes. Le GNL, principalement, qui est une énergie de transition, mais qui est l'énergie de transition la plus efficace, on va dire, d'un point de vue environnemental aujourd'hui. Mais nous devons d'ores et déjà travailler demain sur de nouvelles formes de carburant. Et c'est ce que nous faisons avec la casquette territoire d'industrie. Merci beaucoup. Bon, il y aurait plein de questions, mais on va écouter. Il nous reste peu de temps et vous êtes venus de loin. Je parle en français ou en... However you wish. You don't have the... Do you have the translation? Yes. Donc en français, rapidement, pour accueillir Austin Feldbaum, qui est le directeur de l'atténuation des risques de la ville de la Nouvelle-Orléans. Donc je disais Katrina 2005, c'était il y a 20 ans quasiment. Qu'est-ce qui a pu être mis en œuvre face à ces dangers finalement pratiquement existentiels de la région et de cette ville en particulier en matière de résilience? Vous avez mis en place un plan de résilience. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de villes côtières risquent de connaître et commencent à connaître les conséquences du changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous apporter, qui pourrait servir aux autres villes, de votre expérience et des moyens que vous avez mis en œuvre à la Nouvelle-Orléans? Merci. Well, thank you for the question, and thank you, Mr. Mayor, and to the organizing committee for the opportunity to be here on behalf of American Trail to share a little bit of our experience. You mentioned Katrina. We're approaching this year 20 years since Hurricane Katrina devastated New Orleans, and we've made remarkable progress in some key ways since then in building out resilient infrastructure and resilient systems. Cooperation and partnership have been central to that progress, right? We see as a direct consequence of rising seas and warming sea temperatures that hurricane season no longer is only for 6 months of the year. It now extends even further, and we have more frequent and more powerful storms that we have to continue to contend with. So it's an ongoing challenge. But the progress that we've made in these years that have passed since then happens on a couple of fronts. First thing and lesson for the other communities is we took our disparate and separate flood protection systems and we consolidated them into regional flood protection systems with a coordinated design, co-management,
for the long term. And so that directly addresses the failures that caused the flooding during Hurricane Katrina, and hopefully, we'll be able to prevent such a disaster in the long term. The second innovation there is the state of Louisiana developed the master plan for a sustainable coast. And that effort brought together scientific expertise from the private industry, from the academic world, together with state and local leaders to really develop a science-driven plan that is people-focused and has become a model for other communities, and how we can use science to help us facilitate decision-making. Not that the science is making the decisions, we're making decisions for what's best for our communities, but science is there at the core. And I've had the opportunity over the years to contribute to that plan as an employee and as an advisor. And we continue to lean on the science and the data. We've made massive investments in the state's coastal monitoring system, which is, I think, a gold standard for a coordinated, collaborative, scientific effort that covers the entire coastal zone. Merci beaucoup. Je crois que le temps, malheureusement, est passé. On me demande d'arrêter. Je voudrais quand même faire une phrase de conclusion, si vous m'y autorisez, avec peut-être vous, André Abreu, puisqu'on est quand même sur ce sujet géopolitique dans la perspective de l'UNOC de l'an prochain. Qu'est-ce que serait une conférence de l'UNOC réussie par rapport aux 3 points rapidement que vous avez évoqués? On rêve de la ratification par 60 pays de traités sur la haute mer, bien sûr. On rêve d'un traité de Nice aussi ambitieux qui relance cette coopération. Parce que l'océan, c'est un élément qui lie différemment de la biodiversité terrestre, où il y a souvent des enjeux dichotomiques. L'océan, il est partout, il est un vecteur d'entente, quelque part, diplomatique. C'est ce qu'on a vu pour la haute mer. On espère voir ça pour les grands fonds, et on espère voir ça à Nice l'année prochaine. Et donc un moratoire sur les grands fonds vous paraît quelque chose de moratoire sur les grands fonds, on espère bien, oui. Peut-être un mot, Johanna, one word about the conclusion of the UNOC next year. What do you expect? In 3 words. I think out of UNOC, what we want is action-oriented outcomes. What is it that we actually need? And let's unite, for example, to install tide gauges for more ships and private public organization to work together to make those measurements as they go through the ocean, so that helps them understand the weather systems, understanding the extreme events, doing their coastal planning. All of this needs very clear, quantifiable outcomes from UNOC. Bon, ça serait déjà pas mal, effectivement. Plus de data, plus d'informations. Merci beaucoup à vous 4 et vous 5, même avec Nasser Kamel. Et je passe la parole à la prochaine table ronde. Merci beaucoup.